fin des années 80, un vent libéral balaie l'Europe et en particulier la France. Les services publics se retrouvent alors sous le collimateur de la Commission européenne. Et le secteur électrique, malgré ses spécificités, ne déroge pas à cette volonté de dérégulation. Il faut dire que le commissaire à la concurrence qui œuvre à cette époque à Bruxelles a déjà fait ses preuves comme ministre de l'ancien chef du gouvernement britannique, Margaret Thatcher. L'avantage d'avoir un marché européen est énorme. Et on ne peut pas avoir un marché européen si dans ce domaine le marché est cloisonné et il y a une frontière. Et je crois que ça c'est incohérent avec l'idée de l'intégration de l'Europe, de retenir les marchés qui, dans des secteurs importants, restent clos. Et Léon Brittan était animé par deux idées toutes simples. C'est que la concurrence est gage d'efficacité économique partout où on l'introduit, et que d'autre part, la concurrence fait tomber les frontières. Et donc que cette verrue que constituait le secteur électrique européen au sein d'une Europe qui se construisait, eh bien, il fallait la supprimer en la faisant entrer dans le droit commun. Il attaque les États en disant, il attaque 7 États, dont la France, en disant, vous avez un monopole d'importation de l'électricité et du gaz, c'est absolument scandaleux. L'électricité, comme le dira bientôt ensuite la Cour de justice des communautés européennes, c'est une marchandise comme une autre, et il n'y a aucune raison qu'elle ait un traitement différent. Et une marchandise, ça doit être géré par l'offre et la demande. Alors ça s'est lancé d'une façon idéologiquement claire, mais méconnaissant totalement les spécificités du secteur. Et les premiers projets de directives de libéralisation du secteur électrique traitaient ce secteur à peu près comme on aurait traité, je ne sais pas, moi, le marché de la chaussure. Il est clair certain qu'il ne connaissait probablement pas grand-chose que c'était un électron. Je vous avouerai que moi qui suis été rapporteur aussi, je veux dire, mais bon, je me suis informé, j'ai évidemment rencontré beaucoup de personnes qui m'ont un peu expliqué tout cela, mais c'est vrai, il y avait une méconnaissance du produit d'électricité. Et pourtant, ce sont bien les libéraux de la Commission et leur idée saugrenue du produit comme un autre qui l'emportent. Une directive européenne en 1996, puis une loi française en 2000, scellent alors leur victoire. L'attitude des gouvernements français de l'époque est en grande partie responsable de cette défaite idéologique. À droite, mais surtout à gauche, on baisse les bras face à cette attaque du service public et on ouvre en grand les portes de la dérégulation du secteur. On joue le jeu des traités, on joue le jeu proposé par la Commission et le Conseil des ministres aurait pu s'y opposer, mais en fait tout le monde était d'accord pour avancer. Mais la France choisit non pas peut-être de ralentir, voire même de temporiser, mais de ne pas forcer le pas. On va à notre rythme. On est dans un pays, si vous voulez, où dans la conception européenne qui est la nôtre, on doit défendre nos intérêts. Mais si au bout du chemin, on apparaît comme seul ou comme isolé, eh ben, on concède, et de concession en concession, finalement, on finit par épouser la position des autres. Donc on est sur une attitude un peu schizophrène, où à Bruxelles, comme toujours, on dit oui au texte, et puis à Paris, on essaye de pas vraiment bien transposer, ou politiquement, on envoie des messages qui sont pas les messages adéquats. Le nom de la loi du 10 février 2000, c'est la loi de modernisation du service public de l'électricité. En réalité, cette loi, c'est la loi de libéralisation du secteur électrique. La liberté de choix du consommateur, ou autrement dit le client roi, voilà l'étendard de l'idéologie libérale. L'Angleterre est bien sûr le pays où cette maxime va s'appliquer au secteur électrique dès les années 90. La Grande-Bretagne est devenue en quelque sorte une sorte de laboratoire de la libéralisation, qui est devenue une sorte de modèle aux yeux d'un certain nombre de hauts fonctionnaires européens ou de représentants des grandes entreprises européennes. Et donc, on a vu le courant consumériste, en quelque sorte, se développer. Acheter son courant électrique en faisant ses courses au supermarché, depuis 6 mois en Angleterre, c'est possible. Margaret Thatcher en rêvait, le gouvernement travailliste l'a fait. Ici, à Epsom, au sud de Londres, les clients ont peu de chance d'échapper aux agents recruteurs qui les guettent à l'entrée du supermarché. Mission de ces vendeurs d'électricité, conquérir de nouveaux clients en détournant la clientèle des distributeurs traditionnels.
Ce qui est clair, c'est que ce que nous croyons sincèrement, c'est que à partir du moment où il y a un consommateur a le choix, et s'il n'est pas content et qu'il peut aller vers un autre opérateur, eh bien l'opérateur avec lequel il est va faire mieux pour essayer de le garder. Il va fournir un meilleur service, il va essayer de diminuer ses prix de manière à garder le client. En abandonnant l'électricité au secteur privé en 1990, pour la grande joie des caricaturistes, le gouvernement a tout de même laissé derrière lui Hofer. Cet organisme surveille le bon déroulement de la privatisation. Hofer protège le consommateur en poussant à la concurrence les compagnies privées. Les compagnies devraient comprendre que les bons prix ne sont pas forcément les seules choses qui intéressent le consommateur. Il peut aller au supermarché ou dans un magasin un peu plus cher, une boutique de luxe ou bon marché. C'est exactement la même chose avec l'électricité. Le consommateur peut choisir entre un très bas prix, mais un service moyen parce que ça lui suffit, ou un très bon service, mais à un prix un peu plus élevé. Mais cela doit être au consommateur de choisir. Et c'est vraiment ce que nous voulons. Il faut donc que l'usager devenu client ait le choix. Mais le choix de quoi? En matière d'électricité, la réponse paraît pourtant relativement évidente et banale, et peut se résumer à actionner son interrupteur et avoir de la lumière. EDF, pris dans la spirale de la libéralisation, se met à appliquer la sentence cocasse du choix. C'est effectivement là que commence la révolution pour les clients, mais aussi la possibilité, en ce qui nous concerne, de proposer des offres de services à ces clients, des clients résidentiels, des clients particuliers, des clients comme vous et moi. Aujourd'hui, on nous demande de faire du commercial en vendant des services qui n'ont rien à voir avec EDF. On nous demande aujourd'hui de vendre du service qui s'appelle Assurelec. C'est une assurance de recouvrement des factures. Et vous avez des gens qui ont 65 ans, et faut quand même leur proposer Assurelec en cas où leur interruption de travail se ferait de plus de 3 mois, alors qu'on sait très bien que ces gens-là, ils seront à la retraite. Aujourd'hui, on fait de la vente forcée sur des choses que les gens n'ont pas besoin. Et en plus, on nous dit, il faut vendre ce service-là parce que c'est le seul service qui va rapporter beaucoup à l'entreprise. Effectivement, on a dans un marché, avec la volatilité de ce marché, on a proposé à nos clients tous les produits, ce qu'on appelle des produits dérivés, qui sont associés au marché. On est rentré dans une relation commerciale, je dirais, pleine et entière. On a des scénarios j'emménage. C'est le client qui emménage. On doit passer par telle et telle étape. Et on a le scénario je déménage. Et tous les scénarios qui sont dans un book en fait, et que l'on tourne dès qu'on a un client. Donc on prend le client et on tourne notre page et on dit tiens, celui-ci c'est celui-là qu'il faut que j'aille jusqu'au bout avec vente de services. On a des offres à différentes échelles de temps, c'est-à-dire on a des offres pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, à des prix fixes ou à des prix variables. On a des options, c'est-à-dire le fait que si vous me faites, si je prends un engagement pour l'année prochaine et je prends cet engagement et à ce moment-là, vous me vendrez cette énergie si je décide de souscrire au dernier moment cet engagement, vous me vendrez l'énergie à tel prix. Ça s'appelle des options. Il faut donc continuellement proposer du vent. Du vent qui sert avant tout d'écran de fumée pour mieux masquer une évidence, la dégradation du service de base. Tous les services étaient gratuits. Que ce soit, quand on mettait en service un client, tout ça. Bon, savoir c'est fini. Une mise en service d'un client, maintenant, c'est 11 €, ça va passer à 38 €. Une modification de contrat, c'était gratuit. Maintenant, ça va coûter 21 € hors taxe. Ne serait-ce que changer les heures creuses. Donc, on va chez le client, on tourne un petit bouton, on fait ça. Le client, ça lui coûte 21 € hors taxe. On va chercher une facture impayée, ça coûte 38 € au client, hors taxe. Pour un professionnel, 75 €. Donc on est vraiment maintenant dans une logique de faire du pognon. Voilà. À chaque fois, je fais une tournée d'impayés un matin, je vois 12 clients, ça fait 12 fois 38 € hors taxe rentrés pour la boîte.
Et si je fais des réglages disjoncteurs l'après-midi, on continue, parce que maintenant c'est payant 21 €. Donc en une journée, maintenant, un agent, il est rentable, quoi. Et cette notion de rentabilité, on l'avait pas avant. Et le personnel, dans cette aventure-là, s'est dit, faut y aller, on n'est pas plus mauvais que les autres, on a de l'imagination, on a des atouts, que ce soit le parc de production, que ce soit l'image, la marque EDF est très forte, et on accepte de relever le gant, et je crois que le résultat est là.